Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Je serais content de parler face à vous. Euh, alors, j'ai tendance à plutôt accumuler les fonctions, certainement comme beaucoup d'entre vous dans la salle. Je suis militaire de l'armée de l'air, je crois que ça se voit. On fait des trucs super sympas avec Photoshop de nos jours, vous avez vu. Euh, je suis moniteur de sport dans l'armée de l'air justement et spécialiste du développement personnel. Et ces trois fonctions servent une fonction qui est encore plus importante, c'est que je suis papa. Papa de 3 enfants, 3 garçons. De 9 à 15 ans, je peux vous dire que ça vaut le coup des fois d'être un peu militaire à la maison. Ça vaut le coup aussi d'être un peu en bonne condition physique. Et ça vaut le coup aussi de savoir d'une certaine manière un peu gérer ses émotions et d'avoir une forme de maîtrise émotionnelle. Alors je vous donne une tranche de vie et je suis quasiment sûr que tous dans la salle vous avez vécu ça au moins une fois, ou alors c'est que vous êtes des menteurs. Il est 7 heures du matin et tu as oublié de mettre ton réveil avant d'aller travailler. Et donc tu cours de partout chez toi pour essayer de rattraper du temps. De partout, hein, tu remues beaucoup d'air, tu ne sais même pas par quoi commencer pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, tes enfants ils sont assis devant la télé, de leur bol de céréales, comme ça. Là, forcément, tu perds un peu tes nerfs, mais tu ne perds pas que tes nerfs. Ce qui est en train de te ronger à ce moment-là, ça s'appelle le stress. Alors c'est quoi le stress finalement? C'est le fait que ton cerveau, sans même que tu t'en rendes compte, il te fait prendre conscience que tu es vraiment en retard et il t'envoie toutes les hypothèses possibles sur les conséquences que ton retard pourra avoir, par exemple, au travail. Je risque de me faire licencier. Je risque qu'on me juge. Je risque d'autres choses, par exemple, devoir m'occuper de choses peut-être moins importantes à mon boulot ou de me mettre en retard sur le reste de la journée. Dans tous les cas, le stress, c'est un peu ça. C'est quand ton cerveau t'envoie les informations d'hypothèses possibles. Et plus les hypothèses sont graves, importantes, plus les conséquences potentiellement sont importantes, plus les réactions sont difficiles à vivre. Il y a une des réactions, par exemple, que vous connaissez peut-être, c'est on perd, quand on est sous facteur de stress, on perd nos habiletés motrices. Par exemple, à 7 heures du matin, je mets mes chaussures. D'habitude, je suis plutôt un expert du lassage de chaussures, comme quasiment la centaine d'entre vous dans la salle. Qu'est-ce qui fait la différence entre le débutant et l'expert? C'est que le débutant, il est obligé d'intellectualiser le processus de lassage de chaussures. L'expert, comme on l'est à l'âge adulte normalement, sauf quand on est bourré, il fait ses lacets par voie automatique. C'est son inconscient qui fait à la place. Et d'ailleurs, si je vous pose la question dans la salle de quelle boucle vous mettez par-dessus l'autre quand vous faites vos lacets, il n'y a pas plus de la moitié de la salle qui le sait. En fait, ce n'est pas vous qui savez faire vos lacets, c'est vos doigts d'une certaine manière. C'est ça l'expertise. Dans tous les cas, l'expertise gestuelle, comme je sais marcher par exemple. Et quand on est stressé, on perd la finesse de ces habiletés-là. La preuve, c'est que en fait, je me mets à serrer mes boucles trop fort, sous le coup de l'énervement, ou parce que mes pensées sont obnubilées par le temps que je dois rattraper. Je vais faire des doubles nœuds. Je vais tirer sur mes lacets un peu trop fort, j'ai une boucle qui me reste dans la main, comme ça. Vous avez déjà vécu ça? Donc en fait, on recommence. Mais on est encore plus énervé, donc on est encore moins productif. Alors là, je vous parle du lassage de chaussures. La contre-performance dans le lassage de chaussures, ce n'est pas très important. Par contre, il faut imaginer le soudeur, par exemple, qui travaille dans l'aéronautique. Vous avez vu que je suis de l'armée de l'air. Le soudeur qui a des points de soudure très précis à faire. S'il est stressé, qu'est-ce qui se passe? Quelles conséquences il pourra y avoir sur sa contre-performance, habileté motrice? Le sportif professionnel, le golfeur, geste très fin. Le basketteur qui a un lancer franc à faire avec toute la pression du public sur ses épaules. Le buteur au rugby, transformation, alors qu'il sait que ses copains sont en train d'attendre, tous regroupés comme ça, en priant pour que le ballon passe les poteaux pour marquer 2 points de plus. Ça peut être aussi le pilote de chasse. Juste avant de s'éjecter, il a tout un tas de choses à faire pour être sûr qu'en fait, il n'y aura pas de lésion à ses cervicales ou à sa colonne vertébrale. Donc en fait, on se doute que s'il y a de la contre-performance dans la gestuelle, dans l'habileté motrice, des fois, ce n'est pas seulement un lassage de chaussures qui est raté, c'est qu'il peut y avoir des conséquences qui sont désastreuses. Quand on est stressé aussi, comme à 7 heures du matin, quand on est en retard et qu'on court de partout, notre cerveau il nous invite à vraiment porter notre attention sur ce retard-là. En fait, c'est comme si on avait une forme de projecteur, comme celui-là, et que notre projecteur cérébral était braqué uniquement sur le problème. Le problème, c'est qu'il est en plus braqué sur ce souci-là, le retard, mais seulement sur un seul aspect du problème. Et quand
le projecteur mental est braqué sur un seul aspect du problème, il est aussi braqué sur un seul aspect des solutions possibles. Ça marche pareil, donc la contre-performance, c'est aussi de la contre-performance qu'on va appeler cognitive. Par exemple, un étudiant qui a un oral à passer, il connaît son bouquin par cœur, 300 pages, je ne sais pas, il le connaît par cœur, au moment où lui pose la première question, il est rongé par son stress, et là, syndrome de la page blanche. En plus de ça, il y a aussi de la contre-performance dans les habiletés verbales, parce que le stress, c'est aussi des adaptations physiologiques. Le diaphragme, le muscle de l'inspiration, qui agit sur des cycles très courts. Alors, le diaphragme, déjà, qui perturbe notre respiration, notre cerveau qui perturbe la façon dont on réfléchit, on va se mettre à trembler dans la voix et potentiellement oublier tout son texte. Donc c'est aussi de la contre-performance cognitive, c'est aussi de la contre-performance dans nos relations interpersonnelles. Vous avez remarqué que plus on est stressé, moins c'est facile de communiquer. Je pense au pédagogue, par exemple, qui a un message important à faire passer. Moi, quand je suis papa, je suis un pédagogue. J'ai un message à faire passer à mes enfants. Là, en l'occurrence, quand je suis très en retard à la maison, j'ai envie qu'ils se bougent un peu les fesses. Mais comment est-ce que je le dis ? Sur le coup de mon énervement, de ma colère. Ce qui se passe, en fait, c'est que je transmets mon stress. Vous le savez, ça, le stress se transmet. Mais du coup, mon gamin, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère mon stress, donc lui aussi, il se met à perdre ses habiletés motrices. Mon gamin, il a 8, 9 ans, 10 ans, c'est plutôt à cet âge-là déjà un expert de « je sais manger avec une petite cuillère ». Mais quand il est stressé, il le fait moins bien. Et parce que je lui ai transmis mon stress, dans un mauvais geste, il perd ses habiletés motrices, il ne fait pas exprès. C'est de la maladresse, mais en fait c'est de ma faute, je ne m'en suis pas rendu compte, il est devenu maladroit à cause de moi, il fait tomber son bol de céréales sur le tapis par terre. Je vais être encore plus en retard, évidemment. Ça alimente encore plus ma colère et mon stress. Donc du coup, je me précipite vers lui, c'est une catastrophe, il se met à pleurer parce que je suis un peu moins beau à ce moment-là que sur la photo. J'ai les yeux injectés de sang, tout rouge, j'ai les mâchoires contractées comme ça, et puis ça se voit vraiment que je suis vraiment énervé, donc lui, il a peur, autre émotion, donc il se met à pleurer, et puis là, je peux vous assurer qu'il sera un peu contre-productif dans le nettoyage du tapis. Je serai encore plus en retard. Alors neurologiquement, comment ça se passe en fait tout ça? Je vais essayer de vous vulgariser un petit peu le process. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une partie de cerveau qui est identique au cerveau des animaux les plus primitifs. Allez, je ne suis pas un expert en mime. Vous allez voir que mime avec moi ne rime pas avec performance, mais je vais essayer de vous faire un animal que vous allez à peu près tous deviner. Le premier qui me dit une girafe, je l'attends à la sortie. C'est une méduse, ou un poulpe, comme vous voulez, à la limite. On a une partie de cerveau qui est identique au cerveau de la méduse. Même moi qui suis militaire, j'ai peut-être un peu plus de pourcentage du cerveau identique à la méduse, mais normalement, quand on est des êtres humains un peu évolués, on a quand même un cerveau un peu plus évolué que le cerveau de la méduse. C'est cette partie de cerveau qui fait que notre cœur bat, qu'on respire, qu'on a des fonctions digestives. C'est cette partie de cerveau aussi qui fait qu'on va avoir des sensations de faim qui vont se déclencher. Pas la faim plaisir, la faim nécessité, c'est pas pareil. La faim plaisir, ça la méduse, elle ne connaît pas. La méduse, elle n'a que des besoins qui sont nécessaires à sa survie. Mais on a aussi ce cerveau-là, nous. On ne mange pas que par plaisir, on mange aussi par nécessité. Quand on a le signal faim qui arrive, c'est vraiment pour se nourrir, pour qu'on ait un apport calorique pour le reste de la journée. Effectivement, on a un cerveau un petit peu plus élaboré que le cerveau de la méduse. N'empêche qu'on a aussi des fonctions de survie qui sont identiques au cerveau de la méduse. Si la méduse perçoit un prédateur, la méduse fuit. Mais nous aussi. La preuve, je vais me mettre ici. Si je longe un chemin de ferme avec un grillage ici, que je suis un peu perdu dans mes pensées, il y a un grillage avec un chien d'un coup qui saute au grillage. Mais moi, je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Je vais faire un pas de côté, comme la méduse qui a fui. À ce moment-là, c'est mon instinct qui m'a fait fuir. La méduse, si elle fuit, ce n'est pas parce qu'elle a peur. Elle n'a a priori pas les structures neuronales pour avoir peur. Elle ne sait pas avoir peur. Bon, on ne lui a pas demandé en même temps. Mais a priori, on sait comment ça marche à peu près, les centres de la peur, et elle n'a pas. Nous, on a. Mais dans un premier temps, ce n'est pas la peur qui nous a fait faire un pas de côté. C'est notre instinct. Après seulement, on aura peur. La même peur que si on avait un chat à nos pieds, qui percevait, si le chat avait perçu le chien comme nous, le chat se serait barré. Donc réaction instinctive, identique chez la méduse, le chat
et chez nous. Sauf que nous, il y a encore une autre différence, c'est que nous, ce qui va se passer, c'est que quand on regarde le chien et le grillage qui est a priori entre le chien et nous, c'est qu'on va analyser, chose que le chat ne sait pas faire, encore moins la méduse évidemment. On va analyser, on va essayer de se faire un rapport entre la hauteur du grillage et potentiellement la puissance des pattes du chien. Le chat, il ne sait pas faire. Si a priori notre cerveau à ce moment-là, par effort d'analyse, nous tire les conséquences que le chien ne peut pas sauter par-dessus le grillage, c'est-à-dire qu'il va nous envoyer des hypothèses, et à ce moment-là, le cerveau nous dit non, c'est bon, tu es en sécurité. On va pouvoir rationaliser la peur, notre émotion. Donc canaliser ce stress en fait qui nous a fait faire un pas de côté. Et si on ne pouvait pas canaliser ce stress, en fait on se mettrait à courir comme le chat. C'est le cas des phobiques par exemple. Les phobiques par rapport à une peur un peu démesurée, ils n'arrivent pas à prendre suffisamment de recul. Nous, notre cerveau, ici qui se situe juste derrière le front, qui s'appelle le cortex préfrontal, il analyse, il nous fait prendre du recul, il nous fait tempérer, il nous fait prendre de la hauteur. Ce qui fait qu'on peut se mettre à danser la lambada face au chien en disant tu ne me toucheras pas. Le chat, il ne dansera pas la lambada, lui. C'est pas possible. Il s'est barré, il ne reviendra pas. Et pourtant, il voit qu'il y a un grillage. Mais le grillage, pour lui, n'a pas de signification de protection. Alors, il y a un petit problème, c'est que ça devrait se passer toujours bien comme ça, mais ça ne se passe pas toujours bien. C'est-à-dire que ce cortex préfrontal qui nous permet de prendre de la hauteur, de finalement prendre du recul sur les événements, qui fait que, par exemple, on peut garder un peu notre patience en réunion, quand la réunion, elle dure un peu, parce qu'on prend du recul sur quelqu'un qui m'embête en réunion, qui dit quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ce cerveau, il a besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner. Énormément d'énergie. Mais quand on n'a pas d'énergie disponible, pour plusieurs raisons, soit parce qu'on est stressé, et donc une partie de cette énergie est déjà occupée par autre chose, soit parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas assez dormi, peut-être aussi parce qu'on n'est pas assez motivé par la tâche en cours. Si notre cortex préfrontal n'est pas suffisamment alimenté, on va moins prendre de recul sur les choses. Donc ça veut dire quoi ? Ce serait plutôt le cerveau émotionnel qui prendrait le pas, finalement. Vous avez déjà remarqué quand on est fatigué, que les larmes viennent plus vite, qu'on perd plus patience, on perd plus rapidement patience, mais plus rapidement en colère quand quelqu'un heurte un peu nos croyances et nos valeurs. On a peur aussi plus. La peur, ça entraîne aussi du manque de confiance en soi. Un étudiant qui dort mal, c'est un étudiant qui perd confiance en soi pendant les examens. Moi, j'ai besoin d'avoir ce cerveau ici qui fonctionne. Donc j'ai besoin de gérer mon stress, ma fatigue, mon sommeil, pour pouvoir réalimenter mon cortex préfrontal et lui permettre de faire des choix un peu plus cohérents, savoir prendre de bonnes décisions, être donc plus performant, a priori. Quoique attention, si lui fonctionne, ça ne veut pas dire que les choix sont objectifs. Les choix seront toujours subjectifs. Si je me baladais le long du chemin de ferme avec un collègue à moi, si mon collègue n'avait pas finalement la même expérience de vie par rapport aux chiens, etc., son cerveau pourrait lui indiquer, au vécu des antécédents de son histoire, que le chien représente un danger. Donc lui dire non mais il ne faut pas rester là. Donc on voit bien qu'en fait il n'y a pas forcément toujours de cohérence. Tous les choix sont subjectifs. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce cerveau il a besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner, surtout quand il y a énormément de conséquences possibles. Je compte demander ma femme en mariage. Je compte demander ma femme en divorce. Ma femme vient me voir et me demande si j'ai envie de faire un enfant avec elle. Vous imaginez toutes les conséquences possibles. C'est dans ces moments-là où on est rongé par le stress, mais c'est pourtant du stress positif si ma femme me demande un enfant, quoique. Moi j'en ai déjà 3, ce serait très négatif si elle m'en demandait un 4e. Mais notre cerveau donc analyse toutes ces conséquences potentielles et ça nous fait dépenser beaucoup d'énergie. Alors justement, c'est exactement ce facteur-là qui a été étudié dans les armées il y a à peu près une 30aine d'années. Il y a une docteure qui s'appelle Edith Perrault-Pierre, à qui je rends hommage ce soir, qui a créé une espèce de boîte à outils. L'objectif, c'est au travers de techniques très simples, mais vraiment très très simples, qui puissent être utilisées n'importe où et n'importe quand, d'enseigner aux militaires comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur stress, leur fatigue, leur sommeil, leur motivation, pour pouvoir prendre des décisions plus cohérentes, pour pouvoir gérer évidemment leur fatigue opérationnelle, pour pouvoir durer dans le temps.
Alors ces techniques-là, elles se sont largement exportées parce qu'elles ont fait ses preuves depuis plus de une trentaine d'années. Maintenant, c'est aussi dans les entreprises, ça aide les chefs, les dirigeants d'entreprise à aborder positivement une réunion parce qu'ils se sont préparés mentalement à différentes conséquences, donc ils ont pris du recul là-dessus. Ça peut aider les sportifs, évidemment, mais aussi les coachs qui vont mettre en place des stratégies. Ça aide évidemment les gens du secteur hospitalier, les primo-intervenants, parce que si j'arrive en fait à canaliser un peu plus cette énergie, à me poser un peu, ça me permet de rentrer plus facilement en dialogue avec l'autre, avec plus de cohérence, et donc mon message éducatif, pédagogique passera mieux. Pas comme moi avec mon gamin qui lui criait dessus pour qu'il fasse pas tomber enfin, dans tous les cas pour qu'il m'aide à nettoyer. Alors voilà, ça sert un petit peu à tout ça, de gérer ses émotions. Et gérer ses émotions, c'est savoir canaliser son stress, son sommeil, sa motivation, sa fatigue. Alors moi, je vais vous dire un peu comment je fais. Quand je suis dévoré par le stress le matin parce que je vois que je vais être en retard, que mon gamin, pendant ce temps-là, il fait tomber son bol de céréales par terre, parce que ça, même si son père est expert en développement personnel, ça ne changera pas. Je me précipite vers lui parce que j'ai d'abord cette réaction primaire, vous l'avez compris, et c'est difficile de l'enrayer tout de suite. Il faut mettre des stratégies en place. Et là, moi, je me précipite vers lui, mais j'ai appris à faire des petits trucs que je me suis adapté. Et c'est des petits trucs qui m'ont été enseignés à l'époque, quand j'ai reçu l'enseignement des techniques d'optimisation du potentiel. Vous savez quoi? Vous allez le faire en même temps que moi, si ça ne vous dérange pas. Vous allez voir comme ça va se poser dans la salle en 3 secondes. Je vais vous demander de laisser les dents se desserrer. Et ressentez juste ce que ça fait dans votre corps. Une espèce de détente qui se place comme ça sur le visage. Cette détente, vous allez la placer sur le sommet de vos épaules et faire en sorte que les épaules soient de plus en plus lourdes, comme si les bras étaient attirés par le sol. Et cette détente, vous allez continuer à la faire glisser et l'installer dans le ventre pour que votre respiration devienne de plus en plus souple et élastique. Respirez par les abdominaux. Là, ici, on l'a fait en 10 secondes. Moi, parce que je me suis entraîné comme ça, je le fais en une demi-seconde. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, dans mes jambes, dans mon cœur, je desserre les dents, je relâche les épaules et je respire par le ventre. Et là, vous savez, ce qui se passe, c'est que je permets à mon cerveau d'être réalimenté en énergie. J'enraye d'une certaine manière ma mécanique émotionnelle, comme s'il y avait un petit grain de sable qui venait le perturber. Je me mets du coup à avoir plus de capacité d'analyse, de prise de recul. Vous savez ce que je lis dans le regard de mon gamin? J'étais incapable une seconde avant de le lire. Je lis qu'il est désolé, qu'il n'a pas fait exprès. Du coup, moi, ça me pose. J'ai calmé un petit peu ma colère. Ça facilite mon message pédagogique. Je vois qu'il est désolé, alors je lui dis, écoute, on a fait une bêtise, c'est comme ça. Limite, je serais capable de lui dire que s'il a fait tomber son bol, c'est un peu de ma faute, d'une certaine manière, parce que je lui ai transmis mon stress et mon impatience. Et donc je lui demande de m'aider. Vous savez quoi, le pire? C'est que dans ces cas-là, il le fait. Il m'aide. Alors je serai forcément en retard toujours, mais un peu moins. Performer, ça me semble indispensable, c'est maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions, ça me semble indispensable. C'est savoir réalimenter son cerveau en énergie, et donc pour ça, c'est gestion du stress et gestion du sommeil. J'espère que mon message est passé et que vous allez vous coucher à la bonne heure ce soir. Merci beaucoup.